Bonjour et bienvenue à la semaine d'exploration des métiers, le monde de la com. On est vraiment très heureux d'être parmi vous. Je me présente, je suis Dominique Villeneuve, PDG de l'A2C et j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue et de faire le mot d'introduction avant évidemment de passer la parole à la conférencière et aux panélistes. Alors, en fait, on a 8 jours de conférence et on est à la moitié, donc on est à la 4e conférence et panel aujourd'hui avec la discipline design. Alors, en fait, cette semaine d'exploration de métiers est une initiative pour vous faire découvrir tous les métiers et surtout toutes les perspectives d'avenir de l'industrie de la communication créative. J'aime croire qu'il y a autant de métiers que de personnalités. Pratiquement, vous voyez les disciplines, mais dans les disciplines, il y a différents types de métiers également. Alors, ce soir, vous aurez la chance de découvrir les métiers qui touchent la discipline design graphique. Alors, j'espère que ça vous motivera, inspirera et que vous pourrez faire une carrière en agence et une carrière en agence design, pourquoi pas. Alors voilà, sans plus tarder, en fait, ce soir, c'est une présentation, évidemment, une initiative de l'A2C et également en collaboration avec l'ACRPQ, l'Alliance des cabinets de relations publiques du Québec, avec l'appui aussi du Grenier aux emplois plutôt. Ensuite, avec l'appui de l'APP, l'Association des producteurs publicitaires, avec le CDMQ, le Conseil des directeurs médias du Québec, et la Société des designers graphiques du Québec, la SDG. Et un merci tout spécial à l'équipe d'Orchestra qui a créé l'identité visuelle et nous a aidés à la promotion de cette initiative. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Et évidemment, je vous le disais, on présente la discipline design ce soir. Alors, ce soir, vous aurez le plaisir d'entendre la conférencière Jessica Neal, qui est directrice artistique, chef d'équipe métro chez Pigeon Brands. Ensuite, elle sera accompagnée par un panel, donc Martin Laliberté, designer graphique et associé chez Byhouse. Ensuite, Justin Lortie, fondateur et directeur du design chez Wedge. Allô. Bonjour. Et Alexandra Nolot, designer graphique à la Maison W Havas. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle soirée et côté technique, j'oubliais, pour poser vos questions durant tant la conférence que le panel, on vous demande d'utiliser la fonction Q&A qui se trouve juste au bas de votre écran, donc questions-réponses. Vous cliquez, vous pouvez écrire votre réponse et c'est ma collègue Mireille Forêt qui est ici avec vous, qui jouera le rôle de modératrice. Donc, elle va résumer vos questions, prendre les plus populaires et les poser tant à Jessica pour la portion de conférence qu'à vos panélistes aussi à la toute fin. Alors, n'hésitez pas, les petites, les grandes questions philosophiques, techniques, ils sont là pour y répondre. Alors, amusez-vous, profitez-en, puis j'espère vous recroiser dans une agence sous peu. À très bientôt. Et bon panel à tous. Merci, Dominique. Jessica, c'est à toi. Merci. Alors, bonjour. Est-ce que vous voyez tout mon écran, plein écran? On est set? Parfait. Bonjour à tous. Vraiment enchantée de vous rencontrer virtuellement maintenant avec le temps de COVID. Je vais tomber tout de suite dans le sujet. Je voulais parler carrément de c'est quoi le design? Quand on parle du design, on parle d'apporter une esthétique ou une allure, tout dépend de sa fonction. C'est quoi le design alors dans le monde de communication? Dans le monde de communication, ça se dit un peu de soi où on veut, le but est de transmettre un message ou d'évoquer une émotion. Puis, alors, c'est le travail d'un designer de venir, de créer ces éléments visuels-là pour transmettre ce message ou évoquer une émotion. Puis, alors on peut voir un peu le design comme un langage. Puis, ce langage-là est composé de plusieurs éléments. Alors, on pourrait parler de couleurs, de formes, de typographie, de son même, de vidéo, d'illustration. Ça s'éparpille énormément. C'est un peu comme un grand terrain de jeu. Puis, c'est en tant que designer, là, on arrive dans ce terrain de jeu-là. Puis on veut créer vraiment
tout de suite à différents médiums quand on parle de publicité, de web, d'emballage, de communication sur les réseaux sociaux. C'est à nous de créer un peu ce langage-là pour une marque, parce que chaque marque a vraiment sa personnalité. Alors, c'est un peu comme ça que je voulais aborder un peu le sujet. Il y a différentes façons de dire le design, parce qu'il y a autant du design dans l'architecture, dans la mode, aussi dans la publicité. Puis je voulais un peu plus cibler, mais c'est quoi vraiment de communiquer, de comment utiliser le design en communication. Alors maintenant, je vais sauter aussi sur la prochaine page où je vais vous parler un peu plus de moi. Maintenant, je suis directrice artistique et chef d'équipe métro. Ça fait 8 ans que je travaille chez Pigeon. Puis ça fait maintenant 4 ans que je fais partie d'une équipe interne qui se spécialise vraiment dans la marque privée. Mais il a fallu que je commence quelque part pour en arriver là. Alors là, je vous supplie un petit peu. Mes yeux de designer saignent un petit peu, mais c'est un peu de là que j'ai commencé. Alors, je vous explique, c'est qu'à 12, 13, 14 ans, je ne me rappelle plus trop, j'ai commencé à être vraiment fan d'émissions de télé, de célébrités, puis je me suis retrouvée sur le web à fouiller sur des forums et tout. Je suis un peu tombée là-dessus par hasard où j'ai vu des visuels, le monde s'est créé des profils, puis des bannières pour essayer de montrer qui supportait ou un peu se démarquer sur le web. Puis je me suis dit, ben comment ça se fait? Comment que ce monde-là crée ses visuels? C'est une photo d'Internet? C'est comment qu'on y va? C'est un peu de là où comme toute ma curiosité est partie. J'ai commencé à fouiller en ligne, j'ai downloadé Photoshop. Puis j'ai fouillé sur des tutoriels. Puis je vous dis, là, j'en ai fait 1001. Je vais en avoir tellement, là, c'est un peu fou. Mon ordi était vraiment plein à craquer. Alors, j'ai fait ça quand même assez longtemps. J'ai fait ça 2-3 ans dans le sous-sol. Je passais mes étés à faire ça. Puis j'étais même arrivée au point où tu commences un genre de thread ou un groupe, on pourrait dire, où je prenais des commandes. Alors, tu sais, sans le savoir trop, je commençais à tomber un peu dans l'univers de créer un élément graphique à la demande de quelqu'un. Alors, tu sais, j'essayais de transmettre la vision que quelqu'un essayait de m'expliquer. Il disait, bien, prendre telle image, j'aimerais ça faire quelque chose de vraiment plus léger ou dans les couleurs vertes. C'était vraiment mon rôle d'essayer de composer tous ces éléments-là puis de répondre à leurs commandes. Alors, c'est un peu comme ça que ça a commencé pour moi. Mais je ne savais pas trop parce qu'encore là, je me disais, je sais où je m'en vais dans la vie, je ne suis pas certaine, peut-être dans le business, peut-être dans l'entrepreneuriat. Tu sais, je voyais mon père qui était gérant, puis j'étais comme, ça a l'air cool, tu sais, sans vraiment trop penser à c'est quoi autour de ça. Alors là, je suis arrivée sur la scène, puis j'ai commencé à regarder les portes ouvertes. Puis je regardais tous les programmes qu'il y avait à faire, puis je suis tombée sur un programme qui s'appelle Graphic Communication à Champlain College Saint-Lambert. Puis quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il y avait Photoshop, j'étais comme, ça se fait comme métier. C'est vraiment de tout là que ça a comme déboulé. J'ai fait un programme de 3 ans, Graphic Communication. Puis c'était vraiment chouette ce programme-là, ça n'existe plus malheureusement. Mais c'est un programme qui touchait un peu à tout. J'ai pu voir Photoshop, Illustrator, InDesign. Alors, on parle du côté logiciel du métier. Autant aussi des cours d'art, des cours de photographie, des cours de typographie et aussi autant des cours de recherche de consommateurs pour essayer de comprendre la cible puis comment tu veux transmettre ton message, etc., etc. Alors, ça a été vraiment un programme touche à tout. Puis à la fin de ce programme-là, bien, il a fallu que je trouve un stage. Puis c'est là que je me suis ramassée chez Pigeon. Qu'est-ce qui était chouette aussi à l'école, c'est qu'on avait fait à peu près 6 mois avant le stage des entrevues avec du monde du métier. Puis c'est là que j'ai rencontré Olivier Chevillot, puis notre directeur de création en ce moment. Puis il m'a parlé un peu de l'agence, puis la vie d'agence. Puis ça m'a tellement interpellée que j'ai comme fait, OK, il faut que je fasse mon stage là. Puis c'est ça que j'ai fait. Alors, Pigeon, ben, c'est qui, on est quoi, on fait quoi? Pigeon, c'est une compagnie que ça fait 40 ans qu'il existe. C'est vraiment parti du fondateur Thomas Pigeon. Il a décidé de vraiment créer sa propre agence pour apporter vraiment sa vision au branding et au marketing dans notre monde. Puis maintenant, ça a évolué depuis ce temps-là. On est plus de 80 personnes qui travaillent chez Pigeon. On a 3 bureaux à Montréal, à Toronto et au Mexique. Puis, avec ce temps-là, on a pu vraiment accueillir beaucoup, beaucoup de clients.
Puis c'est un peu là aussi que je pense ma lignée de fil de mon parcours se rejoint où j'ai fait un programme qui a été un petit peu de touche à tout. Puis c'est un peu pour ça que le monde d'agence m'a vraiment attirée. Parce qu'on a vraiment des clients qui vont varier d'un bout à l'autre. Alors, tu sais, des fois, on pourrait faire des dépliants pour IKEA. Aussi, on peut travailler dans le monde de pharmaceutique. On fait beaucoup d'alimentaire. Alors là, il y a aussi du Saint-Hubert, du métro. Mais on peut autant travailler des clients qui vont être à l'international, un produit qui va être en Chine, ou autant ça va être la compagnie ou une petite distillerie qui est ici sur la rive sud de Montréal, où on va créer toute leur image de marque. Puis c'est un peu ça qui m'a vraiment attirée dans le monde d'agence, où il y a une variété, il y a une dynamique, ça bouge énormément vite, puis tu vas vraiment sauter d'un projet à l'autre. Alors, mon stage chez Pigeon, bien, ça a été un stage de 8 semaines. Puis comme toute nouvelle chose, je pense que tu arrives là un peu stressé, puis tu sais pas trop quoi faire, puis là, tu commences avec les petites affaires, puis tu es comme OK. Puis tu commences un peu à commencer la créa, faire des maquettes, commencer à découper, faire des présentations. Puis tu commences à être vraiment un support ici pour les directeurs de création, les directeurs artistiques, pour créer leur vision. Alors, tu es beaucoup plus sur l'ordinateur, où tu vas faire peut-être des petites affaires ou des petits claims qui vont écrire des mentions nouveau, peut-être comment trouver des recherches d'images pour évoquer une émotion parce qu'on parle de telle marque. Donc, ça a commencé comme ça. Mais comme je disais avant, il y a tellement de variétés, tu allais vraiment d'un projet à l'autre. Tu sais, quand ils disent à l'école, ben ton projet que tu as pris 3 semaines à faire, ben en agence, tu vas le faire en 3 à 5 jours. C'est vrai. Il y a vraiment ce mouvement-là qui se crée en agence. Les délais sont extrêmement rapides, mais c'est aussi hyper motivant en tant que dans ma personnalité. Après ça, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais pour moi, ça a été extrêmement motivant. Ça m'obligeait à être tout le temps à me renouveler, puis à vouloir toujours exploser la création, puis d'aller de plus en plus loin avec les clients. Alors, à partir de là, ben, Pigeon m'ont gardé à travers mon stage, puis je suis devenue designer pour eux. En tant que designer, ben, encore tranquillement, ben, tu peux être demandé à travailler sur des mandats avec d'autres designers où on va essayer de faire des brainstorms, essayer de développer beaucoup d'idées tout ensemble pour faire un choix à la fin de 2 ou 3 concepts pour présenter aux clients. Puis là, les projets peuvent varier, tout dépend de ton talent, puis tout aussi de qu'est-ce qui t'intéresse. Ça peut être autant d'une affiche publicitaire pour la compagnie Saint-Hubert, ça peut être autant après un dépliant pour IKEA, ça peut être aussi une nouvelle marque qu'on veut lancer, qu'on va sortir sa personnalité, bien, et revoir tout ça. Puis après, bien, 4 ans, j'ai fait vraiment un peu le tour, puis on a acquis le compte Métro. Je suis devenue directrice artistique pour le compte Métro parce que le compte Métro, il y a beaucoup, beaucoup de projets au quotidien. Puis c'était un peu un rôle pour essayer d'avoir une vue d'ensemble puis une vision pour les marques, s'assurer vraiment une cohérence à travers le tout. C'est un peu pour ça que j'ai ramené cette image-là. Je trouvais ça vraiment chouette. Je trouve que ça définit bien le rôle de directrice artistique. C'est un peu comme un chef d'orchestre. C'est d'essayer de trouver tous les petits morceaux pour créer ta vision. Alors après ça, c'est là où que tu vas venir travailler avec plusieurs intervenants. Ça peut être autant un illustrateur, un photographe, un designer graphique, un designer web, une agence de réalisation ou un studio également. Alors, c'est de s'assurer que ta vision elle reste cohérente à travers toutes ces différentes personnes qui vont travailler dans ton équipe. Alors là, maintenant, ça fait 4 ans que je fais ça chez Métro. Puis tu sais, la différence entre mon rôle d'avant et maintenant, c'est qu'en designer, en tant que designer graphique, tu vas supporter les directeurs artistiques. Alors, tu vas être souvent plus dans la mode création. Tu vas développer l'emballage, tu vas développer les réseaux sociaux, tu vas commencer à faire beaucoup plus de matériel. Puis quand tu deviens directeur artistique, bien, tu vas travailler à aller chercher le monde, à aller trouver les bons sous-traiteurs. Alors, il y a une partie de gestion qui se fait de plus. Puis tu vas aussi être demandé à participer dans plus de brainstorm ou de briefs avec ces intervenants-là. Mais c'est ça qui est chouette, c'est que le quotidien est tellement varié. Tu peux autant faire un brainstorm un matin, une présentation cliente en après-midi, puis le lendemain, tu vas être en photoshoot pour un produit que tu as créé il y a 2 semaines.
C'est un peu ça qui, personnellement, qui m'attire beaucoup, beaucoup dans le monde qu'on est maintenant. Alors là, je vais vous passer un petit peu à travers comme un projet chez Pigeon, un peu comment que ça va de début à la fin. Juste pour vous donner un petit portrait. Alors, chez Pigeon, on a 3 départements. On a un département de stratégie, service conseil, on a un département de création, puis on a un département de production. Parmi ce département-là aussi, tu as d'autres échelons, puis d'autres rôles qui se retrouvent. Alors, dans stratégie, service conseil, ça va être eux qui vont être le premier à recevoir vraiment le mandat du client. Alors, eux vont essayer de définir les délais, les budgets, etc. avec le client. Et souvent aussi, il va y avoir un stratège qui va être impliqué parce que c'est important aussi d'apporter comme une stratégie sur les projets parce que ça va venir supporter ta création. Autant qu'on peut faire des visuels les plus beaux, avec choisir la plus belle typographie, il faut être capable de vendre ta création. Pourquoi tu as choisi cette typo-là? Est-ce que c'est parce que tu vas évoquer encore, t'évoques quelle émotion t'emmène l'authenticité, t'emmène un look plus haut de gamme, t'emmène un petit look coquin? Puis ça va venir autant du designer, mais ça peut venir aussi d'une stratégie où on dit on veut attirer des jeunes, alors il faut être ci et ça, etc. Alors, c'est très important aussi de travailler en équipe, puis de ne pas juste travailler en silo en tant que designer et être à l'écoute du client parce que les clients ont également une réalité ou qui ont une marque souvent qui existe. Ils ne veulent pas perdre non plus la personnalité qui a déjà été développée. Alors, il y a tout ça à prendre en considération quand on travaille en tant que designer graphique sur des mandats. En création, c'est là où on peut avoir également d'autres designers, plusieurs designers. Alors, tu peux avoir des designers qui vont travailler juste d'illustration. Tu as des designers graphiques qui vont faire un peu de tout. Tu as aussi des designers web, des designers UX avec qui tu vas travailler pour essayer de développer le site web pour ton client. Il y a également des designers, des motion designers pour tout ce qui est animation vidéo. Il y a également aussi des concepteurs, rédacteurs sur lesquels tu vas être demandé à collaborer avec pour trouver le langage de la marque. Comment qu'elle s'exprime, c'est quoi son vocabulaire ou sa signature autour de la marque. Puis autant aussi après, tu peux être demandé à collaborer également avec des photographes illustrateurs. Il y a également aussi des designers qui sont illustrateurs aussi, mais tout dépend de ses forces et faiblesses. Je connais aussi des designers qui vont rester designers qui ne vont pas nécessairement devenir directeurs artistiques ou création parce qu'ils veulent rester dans cette partie création-là. On a tous nos forces et faiblesses dans la vie. Je pense que ça va avec la personnalité de chacun aussi, ou que si tu aimes l'illustration puis c'est ça que tu adores faire, ben go for it. Il y a les mandats d'illustration, ben il y en a de plusieurs, puis c'est une question d'apporter son style puis d'apporter sa façon de faire à travers ces illustrations-là. Il y a autant aussi des designers qui vont faire du web. Puis après ça, comme je disais, tu as des designers qui vont faire un peu de tout, qui vont dire hey, « moi, je vais l'essayer, je ne connais pas ça, on va le tester ». C'est de trouver après, ça dépend un peu de ta curiosité de connaître tous ces aspects-là dans le métier. Mais il y a plusieurs façons de s'étendre là-dedans. Puis là, une fois qu'on va avoir un projet qui va avoir passé à travers les designers, puis on va avoir essayé de défaire le matériel. Ça va également aller en production où que là, on va s'assurer du rendu des visuels. Que ce soit après une affiche ou que ce soit un emballage ou que ce soit une vidéo, ben, tu vas avoir des infographes, des réalisateurs ou des producteurs, des studios qui vont être impliqués pour s'assurer du rendu de la vision des créatifs. Alors là, je vais passer vite par souci de temps. J'en ai beaucoup d'exemples de projets, mais c'est un peu pour montrer la variété et la diversité parmi les projets chez Pigeon. Vous voyez, ça peut être du Hershey où on amène un côté un peu plus ludique, fun, on joue avec la photographie, avec du chocolat qui fond pour rappeler la crème glacée. Il y a également des Go-Go Puff où, ici, on voulait apporter une personnalité avec des personnages qui sont un peu plus ludiques, mais qui ont un rappel à la forme du puff. Vous voyez, ça aussi, c'est un autre exemple de compagnie d'ici. C'est une distillerie de Valleyfield.
c'est l'histoire de 3 amis qui ont voulu partir leur propre distillerie. Alors, c'est de trouver les moyens créatifs d'apporter cette histoire-là. Alors, si vous regardez sa deuxième image, on a amené les personnages dans l'endos d'étiquette pour apporter cette subtilité. Puis, tu peux être également aussi demandé à travailler avec des designers structurels. Comment qu'on définit la bouteille? C'est où que la marque s'installe? Comment que l'étiquette s'installe sur la bouteille aussi? Alors ça peut être toutes des questions qui peuvent s'apporter aussi à travers un mandat de design. Par la suite, on a des thés, on a retravaillé la marque, on a travaillé aussi les illustrations. Ça peut être autant aussi dans le corpo. Alors, vous voyez ici, ça c'était un dépliant pour l'École nationale de l'humour. Et on fait du pot aussi. Alors aussi, on a travaillé sur toute la marque de Green Organic Dutchman, où on a travaillé la marque, les étiquettes, son univers graphique au complet. Encore ici, c'est un exemple qu'on aurait pu, on a été consulté pour c'est quoi la taille des pots, la couleur des pots, dans quel matériel. Alors, le design n'est pas juste nécessairement qu'est-ce qu'on voit, mais ça peut être aussi dans le toucher, dans le son. Ça s'exprime de plusieurs façons, puis de plus en plus avec l'ère numérique qu'on est maintenant. Et vous voyez, c'est comment qu'elle s'exprime sur les réseaux sociaux, sur le site web, par la suite aussi. Ça, c'est aussi un autre look visuel dans les photographies qui ont été développées, les animations pour les réseaux sociaux. Puis, on peut être également demandé à comment qu'on fait vivre la marque, comment qu'on peut ramener des rappels de la marque dans le côté architecturel, dans les bureaux. Est-ce qu'on met un papier peint? Est-ce que c'est quoi les textures utilisées pour évoquer tout ce vocabulaire-là de la marque? Puis ça, c'est une marque qui s'appelle LifeSmart, qui a été travaillée pour Metro. C'est une marque LifeSmart qui a été développée pour des produits santé à l'époque. Alors, on parle de produits moins de sel, moins de gras, etc., etc. Puis, avec le temps, quand je parle qu'il faut constamment, nous, être à l'affût des tendances, c'est également le même défi pour les marques. Vous voyez, LifeSmart, on était dans le moins de sel, moins de sucre. Mais on n'est plus dans cette époque-là. Le consommateur ne recherche pas nécessairement des produits juste ciblés, moins de sel, moins de sucre. Alors là, il a été question de revoir la marque, puis de revoir comment, dans quoi, c'est quoi son message, puis c'est quoi sa personnalité. Alors ça a été le avant et le après. Vous voyez, on a travaillé la marque pour être un peu plus humaine, pour amener vraiment une douceur. Puis, on avait plusieurs messages à communiquer. On n'était plus dans le essentiel, dans les codes bleus, parce qu'il y a des codes aussi alimentaires souvent qui sont reliés avec un consommateur. Alors là, on voulait parler aussi de organique, naturalité, des restrictions alimentaires sans gluten. Alors, comment qu'on fait ça? Alors, on est arrivé avec une marque qui s'exprime avec plusieurs couleurs. Puis la marque-là, après, s'exprime par ses couleurs, par sa photographie, par ses illustrations. Puis c'est nous, en tant que designer graphique, de définir, de trouver tous ces petits éléments-là, puis de l'emmener ensemble dans un langage. Alors, je peux vous montrer, ça a été quand même assez loin comme emballage, mais on a été vraiment d'un emballage complètement ailleurs. Puis ça aussi, c'est un travail d'un designer où il faut réussir à convaincre le client. Il faut que tu sois capable de le défendre et de dire pourquoi il faudrait que je fasse un gros changement? J'ai des consommateurs qui vont l'acheter pareil, mon produit. Alors, tout ça aussi devient tout dans notre vocabulaire que c'est à cause que tu vas apporter de la gourmandise, c'est pas à cause que tu manges sans gluten que ça n'a pas besoin de l'air bon. Il faut que ça ait de l'air bon. Il y a une raison d'être. Si ça coûte plus cher, il faut lui montrer que c'est un produit de qualité. Alors, c'est toutes des notions qu'il faut apporter à chaque fois. Puis c'est là qu'on va on va trouver aussi les meilleurs fits, disons, photographiques avec avec des collaborations avec des photographes ou avec des illustrateurs pour apporter toute cette vision-là en vie. Puis c'est la même chose, je vais vous montrer d'autres exemples. Là, on est dans l'organique, bio, comment qu'on apporte cet aspect de naturalité. Même chose pour le sirop d'érable. Puis là, je vais vous montrer, malheureusement, je n'ai pas de son, mais je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a développée pour les marques Metro.
Alors ici, on a travaillé avec un studio au sud-ouest pour développer toute l'animation. Mais vous voyez, on a travaillé avec l'illustrateur également pour développer le personnage qui est dans la vidéo. Et aussi des 3D retoucheurs. Alors là, il y a eu toute une équipe qui a été impliquée. Je vais vous montrer la vidéo pour au pire, on s'en parlera après. Can find a way to brighten up every day. Let's watch the colors change and take the day create. Et voilà. Je vous laisse un peu avec cette vidéo-là. Je voulais un peu vous montrer tout le travail qui peut se faire. Malheureusement, il n'y avait pas le son, mais c'est là où il y a un travail complet de l'équipe où tu vas avoir un designer graphique qui va travailler un peu les visuels, les montages de tous les produits qu'on voit dans la vidéo. On va également avoir un autre designer ou illustrateur qui va travailler les personnages, toutes les motions des personnages. Puis par la suite, bien, il faut travailler également en collaboration avec un studio pour dire, bien, j'aimerais qu'elle grimpe l'échelle de telle façon. Attends, ça ne fit pas. Alors, il y a tous ces intervenants-là qui viennent vraiment travailler pour accomplir un but. Puis après ça, c'est ça, en tant que designer, on peut autant se spécialiser dans certains aspects si nous, on préfère l'animation ou ce qu'on préfère vraiment de faire des illustrations, comme je vous dis au tout départ, ou tu peux être un designer qui va faire un peu de tout. Bon, et voilà, c'est ça pour moi. Oups. Bien, génial. On a déjà quelques petites questions. Jessica. Premièrement, on s'est fait demander à savoir, entre le début de ton stage et le fait que tu occupes la fonction de directrice artistique, combien de temps s'est écoulé à peu près? Entre le début de mon stage et le directeur artistique, ça s'est écoulé à peu près en 4 et 5 ans. Je te dirais, je pense que ça varie beaucoup maintenant le temps, mais moi, ça a été à peu près 4-5 ans entre un et l'autre. Puis est-ce que c'est... tu dis que ça varie, mais on se fait aussi demander c'est combien d'années habituellement avant d'être directeur artistique? Par qu'est-ce que je connais, je pense que ça peut varier entre 5 et 8 ans. Mais après ça dépend à quel point aussi que tu sais, moi, j'ai été rapidement demandée à faire des gros mandats même dans mes premières années parce que j'étais motivée. Je voulais vraiment toujours avoir le plus gros mandat. Puis j'étais comme, ah ouais, go, donne-moi en plus. Je n'étais pas capable de dire non. Alors après ça dépend aussi de la personne, de la personnalité. Comme je vous dis, il y a certaines personnes qui ne veulent même pas devenir directeur artistique, qui vont rester designer graphique parce que pour eux, ils aiment faire la partie création. Alors, ça répond plus à la question. Moi, je pense que oui. Une autre question qu'on a eue, c'était à savoir, est-ce que les illustrateurs sont toujours pigistes? Puis, comment, en fait, ils se font connaître auprès des agences? C'est sûr que des illustrateurs, ben, pour la première question, non, tu n'es pas nécessairement toujours à pigiste. La majorité des illustrateurs sont à la pige. Par contre, je connais plusieurs de designers qui sont également illustrateurs. Alors, ils vont autant faire des concepts ou développer des maquettes ou des imageries, tout dépend du mandat, mais ils vont également avoir un deuxième volet illustration qui font ça vraiment pour eux ou ils ont leur propre style. Alors ça peut se faire également.
Puis la façon de se faire connaître, ben, je vous dirais d'envoyer des portfolios, envoyer vos Behance ou partager le tout au maximum sur Behance. Instagram aussi commence à être un outil visuel que le monde lit beaucoup de plus en plus. Alors ça aussi, ça peut être une façon de se faire connaître dans le domaine. Et une autre question pertinente aussi qu'on a reçue, c'est si c'était possible de distinguer, donner la définition en fait entre directeur artistique et directeur de création. Ben, directeur de création, en directeur artistique, c'est que moi, je vais avoir des mandats, mais quand même, tout est chapeauté par le directeur de création. Puis les directeurs de création sont là pour quand même pour voir, ils vont survoler tous les projets qui vont sortir de l'agence. Ils s'assurent que tout ce qui sort de l'agence est à un niveau de qualité qu'eux, ils approuvent, on pourrait dire. Puis si les directeurs de création vont également choisir qui va prendre quel mandat, souvent parce qu'ils vont connaître leur équipe, ils vont choisir le mandat. Alors, directeur artistique, tu vas être quand même, tes décisions, tu vas en prendre des mandats et tout, tu vas choisir ton équipe, mais c'est tout validé quand même par un directeur de création qui, lui, s'occupe de la vision de l'agence au complet. Bien, parfait. Donc, je te laisserai poursuivre avec le panel. Puis les prochaines questions, on va les poser à la suite du panel. Super. Est-ce que je garde mon écran? Excuse-moi. Tu peux enlever le PowerPoint pour qu'on voit bien tes collègues. Parfait. Alors, moi, je voulais commencer premièrement, parce qu'on a eu le temps de discuter entre nous quatre, mais j'aimerais que tout le monde partage son parcours. Je trouvais ça hyper intéressant de comprendre les différents parcours parce qu'on arrive vraiment de différents univers. Donc, je te laisserai commencer, Martin. Eh bien oui, allô. Moi, j'ai fait mon cégep en arts plastiques, en fait. Et puis, en arts plastiques, on avait un cours qui s'appelait Arts et ordinateur. Et puis, je suis tombé amoureux de ce cours-là. Puis, probablement, j'avais pris de l'avance sur les autres. Les gens là-bas qui étaient au département m'ont suggéré d'aller faire une formation, une technique en infographie qui existait à Trois-Rivières à l'époque, parce que moi, je venais de Trois-Rivières. Et puis j'ai beaucoup aimé ça. Quand j'ai fini cette technique-là, je me suis retrouvé à faire un stage dans une petite boîte qui faisait des sites web en 1996, donc ça remonte quand même un petit bout. Et puis, on a fait des sites web là, beaucoup moi, je suis resté là presque 9 ans. Et puis, on a travaillé avec beaucoup de marques, mais faire des sites web à l'époque, c'était souvent une déclinaison d'une marque existante. Et puis, on a côtoyé donc un paquet de marques là-bas. Et puis, je voyais les choses qui me plaisaient, les choses qui étaient mal foutues, les choses qui étaient absolument formidables. Puis là, je suis tombé amoureux de ça. Et puis, je me suis retrouvé à la pige après ça, en faisant que ça de l'identité de marque. À faire quelques trucs assez intéressants, de plus en plus d'envergure. À un moment donné, des chaînes télé, Évasion, Canal Savoir, les Grands Prix cyclistes, à un moment donné, Radio-Canada. Puis là, et à partir de là, je suis parti avec Philippe Arcontakis, un excellent designer graphique que j'ai rencontré dans mon parcours. Puis là, on a fondé By House, qu'on a fait que ça de l'identité, on s'est spécialisé. Fait que c'est un peu ça le parcours, finalement. Super. Next, Alexandra? Oui, moi, j'ai fait une maîtrise en design en France. Puis, dans le fond, c'est mon sujet de maîtrise qui, après, a un petit peu fait que j'ai travaillé pendant 1 an sur un projet semi-hybride qui était en fait décliné de mon sujet de maîtrise. J'ai décidé en maîtrise de travailler sur l'accessibilité culturelle liée en fait au public sourd qui pratique la langue des signes. Dans les grandes lignes, il y avait une loi qui rentrait en vigueur 1 ou 2 années après la fin de mon diplôme et tous les lieux culturels devaient être full accessibles à tous les types de handicap. Donc, j'avais décidé que je voulais faire un design qui soit profondément utile puis qui ne soit pas juste du beau. Donc, j'avais développé tout un tas en fait, un gros projet avec tout un tas de petits projets à l'intérieur. Puis, suite à ma maîtrise, j'ai pu travailler comme ça au sein comme on va dire, médiatrice, puis comme designer au sens large, au sein de départements culturels, en lien avec des musées, des espaces culturels, tout ça. Après ça,
j'ai décidé de venir au Québec. Puis là, j'ai travaillé comme designer graphique au sein d'un studio de design d'objets qui s'appelait Genre, qui, lui, avait une mission qui était de contrer le gaspillage alimentaire, qui est encore aujourd'hui un fléau au Québec, et qui, par le fait de réinventer des contenants de certains aliments, comment on entreposait les aliments, permettait en fait de contrer ce gaspillage alimentaire-là. Donc, je travaillais avec elle sur toute l'identité de la marque, en fait. Après ça, j'ai travaillé un petit peu à la pige avec essentiellement des gens que j'avais rencontrés pendant cette période-là, en étant chez Genre. Donc, c'était beaucoup des designers d'objets, des architectes, des entrepreneurs, des gens qui gravitaient autour de ce milieu-là. Et puis ensuite, j'ai décidé de rentrer en agence il y a maintenant 3 ans dans un studio qui appartient à une agence qui s'appelle la Maison W / on va dire donc l'agence Havas Montréal pour en fait d'abord avoir un peu plus de recul, travailler sur des projets plus divers, un peu ouvrir mon parcours aussi à différents types de projets. Puis, c'est là où je suis rendue aujourd'hui. Super intéressant. Très cool. Justin? Bonjour, Justin Lortie de Wedge. Un peu comme tout le monde, moi, j'avais aucune idée que le design, c'était une job là, quand j'étais jeune. Quand j'étais au secondaire, en fait, ça a commencé avec une journée carrière, puis j'étais super chanceux. Le cousin de mon père avait un bureau là, à Montréal, sur Saint-Laurent. Il faisait des effets spéciaux pour le cinéma, puis j'ai eu la chance de passer une journée là. Puis quand je suis arrivé, j'étais épaté parce que tout le monde travaillait sur des ordinateurs. Il y avait peut-être pas de laptop, non, c'était avant. C'est quand même longtemps. Puis ils lisaient des magazines. Puis j'étais, oh my god, ça c'est la job la plus cool. Genre, je sais pas c'est quoi, puis je comprenais pas trop, mais enfin. Je me suis juste dit un jour, il faut que je fasse une job qui n'a pas l'air d'une job. Puis je suis allé étudier en art au cégep. Ça a commencé en art plastique, comme toi, Martin. Puis encore une fois, je ne savais pas que le design existait, mais je faisais des posters, je faisais des trucs dans Photoshop pour mes amis. Fait que ça a toujours été comme un hobby ou une passion, tu sais, qui à un moment donné c'est un peu transformé en « Hey, je peux étudier à l'université là-dedans. » Fait que tranquillement, je me suis retrouvé à étudier en design. Mais ça a été longtemps une peur, tu sais, puis j'ai même étudié je faisais mes maths là, et tout au cégep, j'étais comme c'est pas sérieux être en design, mais je peux vous le confirmer, c'est quand même sérieux une job en design. Ouais, puis finalement, j'ai travaillé quasiment, ça fait une dizaine d'années là, que je suis quasiment dans l'industrie, puis dans les dernières années, j'ai parti une petite agence qui se spécialise en design, mais en image de marque, pour un peu amener une façon différente de faire ce que je faisais peut-être par moi-même à l'époque. Donc, ouais, c'est comme ça que je suis retrouvé rapidement à être designer. Mais restant sur le sujet de le départ d'une agence, comment tu commences? Tu sais, comment tu décides de dire, OK, go, je prends mon agence? Ah, c'est tellement. Je pense pas qu'il y a un gros déclic. Des fois, tu sais, c'est un peu comme qu'est-ce qui fait que tu vas étudier dans tel truc au cégep. Tu sais, parce que ça se passe un peu naturellement. Mais partir d'une agence, c'est n'importe qui se pose des questions. Est-ce que je suis entrepreneur? Est-ce que j'ai envie de partir un projet? Tu sais, moi, j'étais la personne qui faisait le flyer ou qui faisait le journal étudiant. Je le designais ou je faisais un petit contrat pour l'ami de ma mère. En fait, je pense que partir d'une agence, c'est être entrepreneur. Puis, tu sais, n'importe qui en ce moment qui serait en train de faire des contrats, des petits jobs, un petit site web ou une pochette d'album, peu importe, un t-shirt. C'est toutes ces choses-là, en fait, où on s'en rend pas compte, mais si tu fais une pochette d'album pour ton ami qui fait de la musique, première chose, tu sais, tu es en train de gérer un client, tu es en train de livrer un projet, puis tu es en train de partir quelque chose qui pourrait devenir un projet de vie. Fait que ça se passe naturellement, mais ça se fait vraiment, ça vient comme ça. Fait que c'est pas du jour au lendemain, il y a un déclic. C'est un processus. Super. Très Je pense cool. que Hein? ça répond à la question. Oui, complètement. Ouais. Mais tu sais, puis je pense que, Alexandra, tu pourrais nous parler plus d'être en agence aussi, ou Martin qui gère aussi beaucoup tes clients, mais c'est intéressant parce que souvent, on pense que, tu sais, on fait une job, tu sais, comme tu l'expliquais tout à l'heure, genre, il y a un département de création, mais
c'est très flexible. Puis, première chose qu'on sait, c'est qu'on se met à gérer un client ou on se met à avoir vraiment beaucoup de rôles ou beaucoup de chapeaux. Puis, c'est ce qui est passionnant, c'est que il n'y a rien de répétitif. Chaque journée est assez différente. Fait que ça devient vraiment un job assez spécial. Chaque client est différent aussi. Après ça, ils vont tout apporter leur touche propre à chaque mandat également aussi. Ouais. Super. Aussi, alors, je voulais savoir dans votre entrée dans la profession, mais c'est quoi qui vous a surpris le plus du métier? C'est drôle, moi, c'est le client. Parce que, parce que vu que je venais des arts, il y avait quelque chose de très expression personnelle, de quelque chose qu'on avait envie d'exprimer sur une toile. Ou bon, puis quand je le prends au sens large, dans un livre, dans un film, dans n'importe quoi. Puis là, tout d'un coup, confronté à... oups, tout d'un coup, c'est une commande. Là. Il y avait vraiment quelque chose de... J'avais un rôle à jouer. Là. Je devais me servir, dans le fond, de la sensibilité artistique que j'avais développée dans ce cours-là, mais dans un contexte de commande, au service de quelque chose d'autre qui est un peu comme vous disiez tout à l'heure, qui est plus grand que nous, là, ou qui appartient à quelqu'un d'autre, qui est un rêve de quelqu'un d'autre. Fait que ça, c'est étrangement, c'est la chose qui m'a un peu surpris au début dans ce métier-là. Puis que tu apprends à un moment donné à apprécier, puis à aimer les contraintes, puis à aimer le cadre qu'on te donne, puis à aimer jouer là-dedans, puis dire « Oups, non, je peux pas, j'ai pas le droit d'aller là ». Puis ça devient extrêmement créatif, alors qu'au début, je voyais comme c'était une limitation. C'était comme l'ennemi, dans le fond, le client. Non, non, non. À partir du moment où tu apprends à composer avec, là, puis à créer des relations avec cette personne-là, puis c'est vraiment très stimulant. Puis maintenant, quand on se fait donner carte blanche, on fait comme « Hi, c'est quoi ça? Ah! » Puis, Oups! je pense que je pourrais ajouter aussi que souvent, quand on est à l'école, on est beaucoup entre pairs, puis les professeurs comprennent très facilement pourquoi on a mis du bleu ou pourquoi on a choisi tel ou tel typo. Ou... On est beaucoup dans un monde où les gens sont entourés de codes qu'on connaît puis qu'on comprend tous. Puis quand on se retrouve face aux clients, bien là, bien souvent, on est beaucoup obligé d'adopter une espèce de stratégie. On est beaucoup face à un humain qui, lui, a aucun des codes qu'on lui explique. Puis on a beau lui dire qu'une typo humaine, ben, c'est un peu plus rond, ben, il va être comme non, non. Moi, ma typo, elle est carrée, puis je trouve qu'elle est humaine pareil. Fait qu'il y a toute une phase de vulgarisation du langage graphique, vulgarisation de la couleur, vulgarisation de pourquoi on a mis tel élément là et pourquoi le logo, on l'a mis à telle taille et pas telle taille. Toutes ces choses-là, la psychologie de l'humain derrière le client, c'est aussi quelque chose, je trouve que on se prend un peu en pleine face, qu'on soit en studio, à la pige ou en agence. Avec le temps, on commence à comprendre après un peu les types de profils, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude quand on est plus dans le milieu étudiant. Ouais, puis c'est tellement un bon point, Alexandra, parce que ça me fait rappeler l'anecdote. La chose qui m'a choqué le plus dans mon premier stage, un peu comme toi, Jessica, je suis rentré dans une agence, puis je voyais beaucoup de questions sur c'est comment on devient directrice artistique ou directeur artistique, ces questions. Moi, tout ce que je me souviens, c'est que ma directrice artistique, c'était la personne qui courait partout, n'était pas arrêtable, elle n'avait jamais une minute pour moi, puis je me suis toujours dit, c'est la job que je veux jamais faire de ma vie, ça fait pas de sens être directeur. Je m'excuse, Marie-Hélène, si jamais elle écoute cette vidéo-là, c'est la meilleure. Super bonne. Mais ça pour dire que ton point est vraiment bon, Alexandra, qu'on commence, puis c'est frappant, en fait, comment on est isolé à l'école, puis on apprend à faire du design, on apprend à faire de la création, on fait des affiches, on fait toutes ces choses-là, puis soudainement, tu te dis, ben ouais, il y a toutes sortes de rôles, il y a toutes sortes d'acteurs qui travaillent ensemble, puis qui arrivent à essayer de faire des buts, puis il faut être beaucoup à l'écoute des débuts parce que c'est beaucoup de choses qu'on ne comprend pas pour le pourquoi tout ça est activé, je pense. Ouais. C'est loin, finalement, c'est loin d'être un métier. Choc, c'est loin d'être un métier solitaire, dans le fond. À partir du moment où tu as c'est vraiment un travail d'équipe. Ouais. C'est un gros travail d'équipe parce que aussi, chaque personne qui va faire l'illustration, ta photo, le web, va avoir chacun les contraintes, va dire « OK, attends, j'arrive à un problème, puis là, il faut que tu trouves la solution. » Alors, c'est un peu, tu es tout le temps dans le problem solving où il faut que tu retrouves comme, OK, comment qu'on défait cette contrainte-là. Puis à chaque étape, il y en a. Exact. Pour poursuivre aussi, alors, ce serait quoi vos meilleurs conseils pour les étudiants de ce monde? En général? Ouais.
Hmm. Martin. En général. Ben écoute, développer les attributs, on en parlait l'autre jour des qualités et les caractéristiques des designers, c'est développer ça en fait. Là. Puis c'est ce qu'on se rend compte là, de tout ce que vous venez de nommer. T'sais, évidemment, il y a tout le côté formel au niveau de la créativité, au niveau de la curiosité, au niveau de la passion, de la typo, des couleurs, de tout ce que vous avez dit. Mais il y a le volet que c'est un bon conseil, c'est de rapidement être dans cette posture-là, de chercher à maîtriser cette communication-là qu'on parle. Une communication au sens large, là, j'entends, là, être à l'écoute, d'avoir de l'empathie par rapport à la personne qui vient t'exposer son projet, apprendre à défendre des idées. Tantôt, on en parlait sur être capable d'argumenter, puis de juste à la limite nommer des mots qui sont intelligibles, que les gens vont comprendre, puis que, quand on parlait de la forme d'une typographie qui évoque tel truc, il faut être capable d'en parler, puis d'utiliser les bons mots. Puis c'est souvent des choses qui font défaut chez des nouveaux designers. Des fois, ils sont très bons, ils tirent 4 fois comme moi, sauf qu'ils ne sont pas capables d'expliquer leur travail du tout. Fait que tout ça, d'être capable. Puis là, tout le volet psychologique aussi, de tout de suite avoir cette posture-là, de savoir qu'on est là pour calmer le jeu, on est là pour stimuler de l'engouement, on est là pour un paquet de trucs au niveau psychologique, puis de consoler des designers qui ont de la peine dans l'équipe ou peu importe. Clarifier les choses. Fait que oui, la communication, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est peut-être un conseil que je donnerais, moi. Je pense aussi la différence qu'il faut vraiment comprendre puis intégrer très tôt. Souvent, on retrouve un peu, j'avais lu une étude là-dessus, il y a beaucoup de designers qui sont très introvertis ou qui ont un pattern. En tout cas, on retrouve certains types de profils dans les profils créatifs en général. Puis c'est des gens qui sont très sensibles, très émotifs. Puis si on regarde ça, puis qu'on met en parallèle le travail du designer, il faut se détacher de son travail personnel. Puis le travail de l'ego, en tout cas, pour ne pas avoir démarré une carrière il y a non plus 20 ans, mettons plus 5-6 ans, mais c'est difficile, puis ça l'est encore, je pense, même pour des designers qui ont beaucoup plus d'expérience, quand on sait que son travail est réfléchi, est bon, il est percutant. Puis là, face à ça, la personne est juste comme ça me touche nullement. Puis là, on était comme, on comprend pas, puis ça peut même blesser si au contraire, c'est même une réaction vraiment mauvaise. Mais il faut, je pense, ça aussi, c'est quelque chose, plus tôt on est confronté à ça, puis plus tôt on comprend que son travail n'est pas égal à sa personne, puis que on peut faire quelque chose de très bon. Ça veut pas dire que c'est très bon pour le client. C'est aussi quelque chose qui fait, je pense, qu'on tient longtemps parce que sinon, au démarrage, de se prendre un peu des remarques, ça peut vite vexer, blesser, puis se démoraliser en tant que designer. Je pense que c'est quelque chose. Très bien dit. Ouais. Très bien dit. Complètement. Moi, je me rappelle du défi au début. Je pense que les premiers 6 mois, tu arrives dans les internes et tu fais « Oh mon Dieu, je n'arrive pas, c'est quoi ça? » Puis là, tu arrives, puis... Puis je pense que c'est un des plus grands conseils qui m'a toujours su, c'est la curiosité. Il y a 2 choses. La première, être curieux, genre la curiosité de essayer, faire des tutoriels, apprendre des nouveaux logiciels, demande des questions aux gens autour de toi, informe-toi. Genre, la curiosité, je veux dire, à chaque 2 semaines, j'ai l'impression que je suis tout le temps en train d'essayer d'apprendre de quoi de nouveau, comme il faut constamment apprendre des choses parce que c'est pas juste, tu sais, l'école est là pour t'apprendre, mais je veux dire, il n'y a rien de mieux qu'être juste constamment curieux. Tu vas tout le temps apprendre. Ça va, je veux dire, les apps changent, les façons de faire changent. Fait que plus tu es curieux, plus c'est un atout parce que tu vas constamment être dans ces environnements-là. Puis la deuxième chose, je pense, c'est essayer. Je me souviens de la quantité. J'avais un prof polonais qui s'appelait Alfred Alassa à l'UQAM qui nous faisait tout le temps, chaque projet, c'était comme, OK, on va faire un logo, on avait 100 logos à faire. Puis, tout le monde l'haïssait, ce prof-là, mais il y avait une bonne leçon derrière ça qui était constamment essayé. Puis ça revient un peu à, comme tu disais, Alexandra, on finit par se détacher de notre création, puis on finit par mettre de la création, puis à un moment donné, on a un regard plus objectif. Fait que pas avoir peur d'essayer, pas avoir peur d'être curieux, c'est 2 atouts qui vont tout le temps nous suivre. Oui, puis c'est comme tu le dis,
la curiosité va apporter de l'inspiration de partout. Le design n'est pas nécessairement le truc graphique ou la typo, la couleur de qu'est-ce qu'on va voir. On parle aussi en architecture des magazines de mode. Ça s'éparpille par différents métiers. Puis même ça peut venir nous donner de l'inspiration puis d'évoquer ces émotions-là qu'on cherche à transmettre dans notre quotidien et dans les mandats de tous les jours. Tout à fait. Alors, c'est quoi les tendances qu'on voit venir dans les prochaines années? Là, avec le COVID aussi, ça a peut-être changé certaines affaires dans notre réalité. Je peux jumper là-dessus. Martin, tu avais un bon point. Ou Martin. Oui, Alexandre. Non, vas-y, Alexandre, je t'en prie. C'est ça, comme la COVID, c'est sûr que ça chamboule beaucoup de choses, puis il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, puis qui seront peut-être plus valides, mais de ce que je vois, moi, avec l'évolution des technologies, le fait aussi que les équipes soient à la fois toutes petites et très grandes, le rôle du designer, puis j'ai peut-être un avis un peu différent de Jessica là-dessus, ou pas un avis, mais plus un point de vue. Pour moi, le designer, c'est autant quelqu'un... C'est comme plus une posture, en fait. C'est pas un titre, parce qu'en tant que designer, je fais de la DA, puis je fais aussi de la vidéo, puis je fais aussi du web, puis c'est pas... J'ai lu un article il n'y a pas longtemps là-dessus, puis c'est comme... Le rôle multidisciplinaire du design, c'est à l'essence même de ce qu'est le designer. Fait que je pense que dans les prochains mois, les prochaines années, ça va même s'étendre à un designer qui va collaborer peut-être plus en architecture, peut-être plus dans l'espace, peut-être plus sur du son ou même de l'odeur, parce que l'expérience devient de plus en plus importante quand on parle de marque. Donc, j'ai l'impression que le design, ou en tout cas la posture de designer, va comme s'ouvrir de plus en plus. Puis c'est sûr que les formations aujourd'hui sont beaucoup en silo. On a l'environnement, l'architecture, le brand ou design graphique, mais je pense qu'avec le temps, les métiers en tant que tels vont de plus en plus s'élargir, ou en tout cas les expériences élargies vont comme être de plus en plus appréciées par les recruteurs / marques / peu importe dans quoi on postule finalement. Oui, ça décloisonne beaucoup, puis les disciplines, ça devient très, très poreux entre les disciplines, comme on disait quand on jasait, fait que le mot-clé, c'était transdisciplinarité, je crois qu'on disait l'autre jour. Fait que oui, tout à fait, ça pourrait être une tendance. Je sens aussi une tendance de clients qui cherchent qui eux autres aussi ont compris de peut-être lâcher le beau pour le beau. Fait qu'il y a vraiment une... tout le monde est sensible. Tantôt, tu as parlé au début, Jessica, de la stratégie, puis de l'importance de la stratégie, puis de savoir un peu où s'en aller. Fait que ça, je le sens aussi, un désir d'avoir un certain retour sur investissement. Puis de concevoir des expériences aussi. Je le sens beaucoup, ça, de concevoir des expériences qui vont créer des conversations qui font en sorte que les gens vont s'en souvenir plus, que ça va être plus prégnant là, en eux. Fait que ça aussi, je sens que c'est une tendance. Oui, puis c'est drôle que tu dis ça, Martin, parce qu'aujourd'hui, on parlait de... Justement, c'est un sujet qu'on avait, c'est peut-être une vieille tendance, mais en fait, cette notion d'avoir un point de vue. Puis je ne sais pas si c'est peut-être un reflet de ce qui se passe dans le monde. Tu sais, on est très polarisé, on est très d'un côté ou l'autre, mais en tant que créatif, d'apporter un point de vue, je pense que c'est une vieille tendance, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Tu sais, puis tu as dit ne pas aller faire le beau pour le beau. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup, c'est d'arriver avec une prise de position dans le monde sur pourquoi on fait ces choses. Oui, définitivement. Oui. Lorsqu'on va aller dans les autres questions... Oui, on a eu beaucoup de questions. Mais avant tout, parce que vous parliez un petit peu... je trouvais ça intéressant, Justin, ce que tu parlais, que vous êtes de plus en plus demandé à avoir une opinion particulière par rapport à ce qui est le reflet de l'actualité. Mais il y a quelqu'un qui se demandait, parce que ce qui est beau, est-ce que vous vous baquez surtout sur ce que vous avez appris lors de vos études? Il y a une portion aussi que c'est vos goûts personnels. Comment vous naviguez par rapport à cette notion-là de l'esthétisme, en fait?
Je ne sais pas si ma question est claire. On revient à la question de c'était quoi ton plus gros clash quand tu as commencé à travailler? Je pense que ça revient vraiment à ce point de départ-là. Puis tu sais, je pense que c'est pas une science abstraite. Il y a plusieurs points de vue sur pourquoi une réponse serait meilleure qu'une autre, mais je pense que pour moi, maintenant, dans ma pratique, où j'en suis rendu, c'est que l'esthétique est une réponse à un problème. Donc c'est pas nécessairement de dire hey, on va juste mettre de la couleur parce que j'aime la couleur. C'est plutôt de comprendre les gens avec qui je travaille, ben qu'est-ce qu'ils essaient d'exprimer? Pourquoi ça existe en première place? Je trouve l'exemple d'une pochette d'album, c'est facile à comprendre, mais si ton ami vient, il fait du heavy metal, puis toi, t'aimes, je sais pas moi, t'aimes les trucs qui sont doux, gentils, whatever, ce qui est en contraste, mais c'est là que la question que tu peux te poser, est-ce que mes goûts personnels devraient être juste teinter ce projet-là ou comment, en fait, je peux rentrer dans la conversation, comprendre, lui amener un point de vue, puis exprimer ce que cette personne a fait. Donc, soudainement, mon métier devient une façon d'aider des gens à exprimer quelque chose, de les aider à voir quelque chose qu'ils n'ont peut-être pas vu nécessairement. Donc, c'est... Bon, ça a coupé un petit peu. On entend des petits bouts de robots. Juste, on a perdu peut-être les 2 dernières phrases. Excusez-moi. Ben, donc, oui, donc en tant que... est-ce que je suis avec vous? Oui. Je m'excuse, c'est la connexion Rimouski aujourd'hui. Mon métier de designer, je vais juste essayer de finir là-dessus, mais devient une conversation puis un échange avec les gens avec qui je travaille. Donc, je pense que c'est très important à tenir compte. Je rebondirais tout de suite là-dessus, Justin, parce que quelqu'un demandait jusqu'à quel point vos clients sont impliqués dans le processus créatif. Est-ce que je prends la parole là-dessus? Ben, je rebondissais là-dessus, mais oui, la question est ouverte. Oui, ben, je vous laisserai Alexandra Martin, mais peut-être si je peux au moins amener mon point de vue. Tu sais, je pense que Alexandra t'expliquait tout à l'heure, justement, un des challenges qu'on a souvent, c'est il faut prendre une certaine distance, puis c'est plus non plus juste notre ego, notre relation personnelle, mais tu sais, pour nous, ou enfin pour moi, tout ce qui fait une relation ou un bon projet, ça réside dans la relation initiale. Fait que, donc, à ta question, la meilleure façon d'y arriver, c'est une communication, c'est un échange. La seule façon qu'on peut y arriver, c'est d'avoir des valeurs où on a le même objectif. Donc, le client a autant un apport que nous. C'est du 50-50 pour moi, puis c'est ce qui fait la meilleure réalisation ultimement. Vu qu'on est tous au service de la meilleure idée, effectivement, parce que le client, puis le client, moi, je pars avec la prémisse qu'il est aussi créatif que tout le monde. Il peut avoir de bonnes idées. C'est pas parce que le client a eu une idée qu'elle est mauvaise, parce que c'est le client, puis moi, je suis le designer, moi, je comprends. Je pars toujours avec la prémisse que des fois, il y a des idées géniales qui peuvent venir des clients. C'est juste que on est là pour l'aider à trier dans ces idées-là, à clarifier les trucs, puis à faire du ménage, à être à la fois, parce que c'est un drôle de métier où on doit être, je trouve, à la fois divergent, où on envoie beaucoup d'idées dans le ciel, et à la fois convergent, où on trie puis on choisit ceux qui ont le meilleur impact. Donc, le client a quand même une grande part là-dedans. Mais il ne faut pas oublier non plus, puis il faut lui rappeler qu'au bout de la ligne, notre client, ce n'est pas nécessairement lui. Le client, souvent, ça va être le client de notre client, c'est-à-dire son public, dans le fond. Puis des fois, il y a des... au niveau de, tantôt, on parlait d'esthétisme et au niveau de goût personnel. À un moment donné, des fois, il faut faire un saut par-dessus puis dire, je sais que toi, tu n'aimes pas nécessairement ça, mais celui que tu vises va probablement être touché. Fait que c'est aussi un ménage à faire pour lui. Fait que ça fait un petit peu partie de l'éducation. Puis ce chemin-là, quand il est bien fait, il en profite, même si ce n'est pas exactement l'idée qu'il avait eue au début, il en profite puis il est content du résultat. Puis qu'est-ce qu'on a fait avec lui? Fait que oui, l'implication est très, très, très là. D'un point de vue pratico-pratique, si on peut un peu l'illustrer, en tout cas, je vais en parler par rapport au process que je connais. Ce qu'on fait en général, c'est qu'au démarrage d'un projet, on va parler d'une identité visuelle qu'on crée, par exemple. On va créer des mood boards qui sont donc des rassemblements d'images qui, pour telle ou telle raison, pourraient résonner avec
notre brief initial, soit créé par la stratégie, soit directement amené par le client. Puis ce qu'on aime bien faire, c'est présenter ce mood board-là, puis faire interagir le client, justement pour d'abord, commencer un petit peu, entre guillemets, à ouvrir son œil, puis comme l'éduquer un petit peu à c'est quoi le langage de ce qu'on veut dire. Puis là aussi, ça va déjà permettre, comme tu disais, Martin, un petit peu de faire le ménage dans, entre guillemets, ses goûts personnels versus qu'est-ce qu'on veut aller chercher dans le mandat qui est le nôtre. Puis ça permet aussi, quelque part, de préparer le terrain sur qu'est-ce qu'on va lui présenter par la suite parce que il va déjà être un petit peu sensibilisé au fait que pour le mandat qu'il nous a confié, ça va peut-être être un petit peu ce type d'imagerie qu'on va aller chercher ou ce type de typographie ou l'association de ces genres d'images-là ensemble. Ça peut être tout un tas de choses, mais généralement, ça l'implique, puis sans par expérience que ces idées, même si ce n'est pas les siennes en tant que telles, mais elles sont un peu entendues. Puis ça permet aussi de lui montrer qu'une émotion, qu'un sentiment, qu'un message peut passer par d'autres vecteurs qu'un message écrit en gros sur un visuel, par exemple, mais par des couleurs à la place ou par... des textures, ça peut être des textures, tout un tas de choses. Ouais, tout à fait. Une autre question que j'imagine vous faites poser souvent, c'est jusqu'à quel point le portfolio est important. Avez-vous des trucs pour justement développer ça? Il y a même quelqu'un qui me disait, moi, j'ai pas fait d'études en design, comment je me bâtis, comment je me présente aux agences? Avez-vous des trucs pour aider? En tout cas, juste au point de vue du portfolio, moi, à mon avis, c'est crucial, en fait. Le portfolio, c'est le CV. Je ne lis pas nécessairement les CV que je reçois, mais je regarde les portfolios de tout ce qui passe. Parce que c'est comme la preuve. La preuve. Puis plus cette personne-là va être en mesure d'expliquer ce qu'elle a fait dans son portfolio, tu viens d'obtenir un autre bon niveau d'intérêt tout d'un coup. Là. Beaucoup plus qu'un CV, en fait. C'est vrai, Martin, je suis vraiment en lien avec toi. Puis je pense que ce qui est surtout important, c'est de démontrer une certaine curiosité puis une façon encore. Tu sais, je reviens tout le temps au point de vue, mais un bon portfolio, c'est pas nécessairement d'avoir le plus gros nom du client ou d'avoir quelque chose qu'on connaît, on s'en fout. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre sur Internet. Plus on peut comprendre la personne au travers le travail, pour moi, ça revient à avoir quelque chose de spécial. Fait que je pense que plus on fait les choses à notre façon, généralement, mieux c'est parce que ça amène juste la diversité, ça amène une façon de voir le monde différemment. Fait que les portfolios qui ressortent, c'est souvent ceux qui ont quelque chose qu'on est comme il y a quelqu'un qui a sorti un peu des sentiers battus. C'est toujours nouveau. Puis quitte à faire de la simulation, là, tantôt, je regardais dans ce que Jessica nous a montré, des avant-après, quitte à si tu n'as pas eu de projet réel, invente-toi ton projet réel. À la limite, va prendre quelque chose, un produit que tu aimes, mais que tu trouves que l'emballage ou l'identité ou peu importe mériterait un certain soin ou un angle, comme Justin vient de le dire, ta façon, toi, de l'exprimer, à la limite. Même si ce n'est pas vrai, ce n'est pas le nom qui va nous impressionner, ce n'est pas le nom du client, mais la démarche que tu vas avoir traversée pour arriver à ce résultat-là. Oui, tout à fait. Puis une autre question que je trouvais pertinente, puis on n'en a pas parlé nécessairement, c'était au niveau pigiste versus travailler pour un studio ou une agence. Donc, est-ce que c'est quoi, en fait, les grandes différences entre ces deux réalités-là? Puis est-ce que c'est mieux de commencer d'une certaine façon pour arriver à l'autre point? J'aimerais juste vous entendre là-dessus. Moi, je ne peux pas prendre la parole toujours. Non. Vas-y. Alexandra. En fait, quand on est pigiste, on est designer graphique en top de liste, mais on est aussi comptable, on est aussi vendeur de sa propre création, on est aussi le gestionnaire de la relation client, on est aussi quelque part un peu le copywriter éventuellement. Donc, il y a comme tout un tas de chapeaux, sauf à s'associer avec d'autres pigistes, mais finalement, là, on passe sur autre chose en termes de modèle. Fait qu'il faut avoir les épaules et puis il faut aussi avoir le recul, il faut savoir bien se vendre, il ne faut pas se faire avoir, surtout quand on démarre parce qu'on ne sait pas trop les prix puis tout ça. Il faut savoir mettre de l'argent de côté pour ses taxes, tout ce genre de choses-là. Tout l'administratif ou même ne serait-ce que le droit à l'image et
protection des créations. Faut en avoir solide là, dans le bagage pour ne pas se faire avoir puis réellement comme vivre de sa profession. Fait que personnellement, je trouve que c'est plus intéressant de peut-être démarrer par un studio ou une agence en fonction de son feeling personnel pour développer sa créativité, développer son œil, comprendre comment fonctionnent les relations clients avant de se lancer là-dedans. Parce que par expérience, quand on démarre, il y a beaucoup plus d'administratif-ish que de création quand on est en pige. Donc, sauf parce que vraiment, on aime ce côté vraiment touche à tout, mais il y a un bon 70% d'administratif, voire plus quand on est pigiste pur et dur, je pense. C'est un bon point, Alexandra, mais en même temps, je serais d'accord et pas d'accord avec ça parce qu'il n'y a pas de... Il peut pas être pas d'accord. On a manqué la réponse. On ne l'entend pas. Mais tu sais, ta question, Mireille, de comme quel point est-ce qu'on veut atteindre? Est-ce qu'il y a un ou l'autre? Moi, je pense qu'au final, je veux dire, il y a autant des gens que je connais dans l'industrie qui ont commencé à la pige, ils se sont mis à faire du vidéo, puis en ce moment, c'est parmi les meilleurs réalisateurs que je connaisse. Donc, je pense qu'il faut que ça soit une réponse personnelle, mais être pigiste vient avec beaucoup, pas de solitude, mais on est beaucoup appelé à être par projet. Puis quand notre travail est fini, il est fini, puis on est un peu plus seul dans notre pratique. Alors que travailler en agence amène un travail d'équipe, amène du support, amène de l'enrichissement, puis une différente façon de grandir. Fait que c'est très personnel, selon moi, de ce que j'ai observé. Puis ceux qui sont très bons en pige vont adorer la pige, mais les deux ont des gros pour et des contre. C'est comme si tu avais en agence, tu avais un petit peu moins de responsabilité parce qu'effectivement, tu peux, dans certaines agences, tu peux te concentrer sur le design graphique ou la direction artistique ou ton rôle. Donc, c'est comme un peu moins de responsabilité, mais un peu moins de liberté aussi. À la pige, j'ai quand même une liberté qui vient avec ça. Oui, tu as les responsabilités si tu fais du développement des affaires. Oui, il faut que tu ailles chercher des clients. Oui, il faut que tu fasses de la paperasse. Oui, il faut que tu fasses des devis. Il faut que tu fasses ça. Mais tu as une liberté de projet. Tu peux dire non sur certains projets. Tu peux choisir tes collaborateurs. Tu es très agile. Il y a aussi des avantages avec ça. Fait que oui, effectivement, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, mais il y a un choix personnel, comme Justin dit. Puis aussi, moi aussi, je suis d'accord avec Alexandra que c'est bon de partir avec un bagage en agence parce que c'est un modèle. Un modèle, si ce n'est que c'est quoi le processus général qui s'en dégage ou comment je fais pour évaluer le projet ou combien ça coûte. C'est des questions qu'au début, c'est très difficile à répondre. Oui, que même à l'école, tu ne te poses pas nécessairement ces questions-là parce que tu es tellement dans le pur et dur design, photo, typo et tout, que tu ne comprends pas le processus d'avant puis d'après. C'est ça, comme tu dis, l'agence, c'est une belle école pour... Est-ce que peut-être intéressant? Vas-y, j'espère. Non, mais par rapport à ton point, oui. Puis même moi, je me souviens, tu sais, quand j'ai commencé en agence, parce que ça a été comme ça que moi j'ai commencé, il y avait, genre, j'ouvrais les fichiers souvent des gens avec qui je travaillais dans mon équipe, puis je disais, wow, OK, tu peux observer, il y a tellement d'observation puis de compréhension d'autres façons de travailler, c'était révélateur. C'est riche, ouais. Puis après ça, j'ai des questions plus pratico-pratiques. On a parlé beaucoup des différents métiers. On a parlé de designers qui pouvaient aussi être illustrateurs. Mais concrètement, c'est quoi la différence entre ces deux termes-là? Les deux termes designer graphique vont être donner un mandat. Alors là, tu vas être demandé à arriver avec l'imagerie d'un nouveau produit, disons. Alors là, tu vas être demandé à prendre toutes ces contraintes-là puis venir le mettre ensemble. Puis ça va inclure l'illustration ou la photographie et la typographie qui vont demander à composer ton élément. Sinon, si tu es juste illustrateur, bien là, ça va être la job du designer d'aller chercher l'illustration puis demander à l'illustrateur de développer juste l'imagerie qui va venir compléter cet élément graphique-là. Donc, c'est vraiment les deux différenciations. Par contre, comme on dit, je suis un peu d'accord avec ce que tu dis, Alexandra, on s'en va vers un domaine qui est un peu plus multidisciplinaire. Par contre, il y a du monde qui vont décider de spécialiser, puis ça je pense que c'est un goût personnel après. Puis c'est là où de plus en plus, comme vu qu'on commence à avoir plus en plus de logiciels, puis d'apprendre par nous-mêmes, qu'on va retrouver des designers qui vont autant faire des illustrations parce que là, ils ne trouvent pas sur Internet. Ils disent, ça ne fit pas exactement avec mon image, alors moi, je vais le créer moi-même, puis ça sera fait de même. Alors, c'est là des subtilités où tu peux être autant juste le designer qui va faire sa recherche
de photos ou d'illustrations pour venir compléter sa vision. Ou sinon, tu peux être l'illustrateur qui va juste le dessiner à la demande de quelqu'un. Ou tu peux autant faire les deux maintenant. Moi, j'en côtoie plusieurs même qui font autant un et l'autre. Mm-hmm. C'est bien dit, en fait, c'est comme la soupe. Je ne sais pas quel exemple que j'ai, l'autre, mais c'est comme la soupe que tu as, puis le designer, c'est celui qui l'a fait, mais l'illustration, c'est un des ingrédients. C'est effectivement. Puis, comme Jessica vient de dire, si tu es capable de le faire toi-même, ton ingrédient, tu le fais toi-même en tant que designer. Sauf que des fois, tu as besoin d'un ingrédient bien précis, puis c'est ce type d'illustrateur-là qui est capable de te le fournir, puis qui est capable de te le faire, puis on va aller le chercher pour le faire. Ouais. Puis, je reviens aussi à la relation entre le designer graphique et le directeur artistique. On nous demandait, c'est juste de revenir au niveau, c'est quoi le niveau de collaboration entre ces deux individus-là? Donc, c'est quoi, sur quoi, mettons, vous devez vous concerter précisément? Peux-tu mettre un bémol, Jessica, là-dessus avant que tu commences? Est-ce que c'est moi ou dans les grandes agences, tu peux être directeur artistique comme l'équivalent d'un designer dans un studio? Je ne sais pas si moi, des fois, je me mélange dans l'industrie là, avant qu'on aille dans la question, mais il y a des gens qui vont commencer après l'école, vont être directeur artistique. On peut commencer après l'école à être designer. Oui. OK, je voulais juste qu'on soit tout. Moi, même moi, que c'était flou. Tu sais, je suis rentrée dans l'agence, puis j'étais comme, OK, il y a des designers, directeurs artistiques, mais c'est quoi la différence? Après, ça devient, je pense, avec un acquis d'expérience et tout. Puis ça dépend des mandats. Par contre, souvent, tu sais, moi, je vais parler de mon expérience en particulier où je travaillais avec des designers qui, eux, ils ont leur propre mandat, puis moi, je vais venir supporter ce designer, donner mon avis, autant aussi avec le directeur de création. Trouver aussi les ressources, peut-être, contacte l'illustrateur ou peut-être moi, je vais contacter pour les supporter dans leur démarche, pour s'assurer qu'après, tout le projet, encore, comme on parle de tous les petits morceaux, moi, je vais consulter ce designer-là pour s'assurer que ce morceau-là soit fait du projet. Mais par contre, je pense que chacun a sa façon de travailler aussi, ça dépend de ta personnalité puis ton approche. Moi, je suis très en collaboration où que j'aime discuter avec les designers, où je vais passer des journées, si je n'ai pas parlé à les deux designers sur les équipes, je vais être comme, voyons, on ne s'est pas parlé aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Mais ça dépend de l'approche de la personne puis comment tu vas travailler en équipe aussi. Alors moi, je suis une personne qui collabore beaucoup. Je veux comprendre les idées de où que ça vient parce que quand on parle de l'écoute, de l'empathie, ça ne veut pas dire parce que c'est l'idée de quelqu'un d'autre qu'elle n'est pas bonne. Puis c'est ça qui fait la force aussi, c'est qu'on a tous nos forces et faiblesses. Puis c'est la collaboration dans tout ça qui en arrive. Alors le directeur artistique va peut-être choisir aussi, il va pouvoir prendre des décisions. OK, bien ça, on ne le présente pas, ça, on va le présenter, puis aller dans ces détails-là. Mais par contre, encore, ça dépend de ton approche, de comment tu vas travailler avec ton équipe. Mm-hmm. Puis, excuse-moi, juste pour répondre à ce que Justin disait, effectivement, il y a comme un mélange au niveau des termes. Puis, je le vois bien quand... En fait, c'est des termes qui sont à la limite, qui ont été inventés pour les agences parce qu'à partir du moment où tu as beaucoup de gens, il faut être capable de classer et être capable de créer une hiérarchie à tout ça pour pas que ça soit le chaos. Chacun a des rôles bien précis. Fait qu'en agence, un designer graphique va être celui qui explore, puis le directeur artistique, lui, il va prendre des bouchées beaucoup plus larges, puis il va orchestrer tout ça. Puis quand on pense, quand on parlait de direction de la création, lui, il regarde encore plus large, il regarde même le travail de tous les directeurs artistiques. Fait que c'est plus simple à comprendre parce que ça crée une hiérarchie. Sauf que, tu sais, nous autres au studio, on est deux. Fait que c'est comme quelqu'un que je rencontre qui est pigiste puis qui écrit sur sa carte d'affaires directeur de la création. De la création de qui? De toi-même. De toi-même. En fait, c'est que ça fait plus de sens à un moment donné à partir du moment où il n'y a plus de hiérarchie, où tu n'as plus à faire une hiérarchie, tu n'as plus à utiliser ces termes-là parce que je suis convaincu, moi je dis que je suis un designer graphique parce que ça ne fait pas beaucoup de sens de dire autre chose. Puis quand je t'écoute, Jessica, je fais le même boulot que toi, donc je pourrais dire directeur artistique, mais ça ne change pas grand-chose. Puis, ce qui est intéressant de la question que Mireille a posée, c'est dans le fond, c'est juste cette relation-là de designer qui explore, qui aide finalement le directeur artistique à choisir puis à faire à trier, puis à dire si on le présente, si on le présente pas.
puis de se faire dire par le directeur de création, non, ça, on le présente pas. Mais c'est vraiment, je pense, une bonne façon de l'expliquer, Martin. Puis, tu sais, comme effectivement, je pense plus la structure est petite, plus on retombe dans le multidisciplinaire. Puis, moi, je pense que je pars plus aussi ça du design. Genre, un créatif peut faire du design graphique. La même personne créative peut faire de la direction artistique pour un photoshoot, par exemple. Donc, soudainement, la même personne vient de faire deux rôles qui sont dans une agence, des rôles souvent dans même peut-être des équipes différentes. Fait que ça, je pense qu'il faut repartir à pourquoi ces titres-là existent. Ça explique vraiment bien. Je pense que c'est ça. Puis je croise des gens. Récemment, j'ai croisé quelqu'un j'ai demandé ce qu'il faisait dans la vie. Il dit, je suis directeur artistique. Fait que j'étais super enthousiaste en disant, ah, moi aussi, tu sais, en fait. Puis là, je me rends compte qu'il est directeur artistique en cinéma. Ouais. Puis là, c'est complètement une autre affaire parce que là, c'est lui qui choisit les objets qu'on va voir dans la scène. C'est lui qui va choisir le pot de fleurs, la couleur de la table, la façon dont les éléments vont être disposés, le tissu qui pend. On n'est pas du tout dans le même métier finalement, mais pourtant, je le comprends très bien. La direction artistique, vers où on s'en va au niveau de visuellement. À tout le monde. Puis, je trouve que c'est drôle que tu dises ça parce que je pense que souvent, moi, des fois, je rencontre aussi du monde en début de carrière qui me dit je vais être directeur, directrice de création. Puis je pense qu'il faut un peu s'enlever les titres à un moment donné parce que c'est des titres, comme tu dis, sont là dans des grosses organisations. Puis je pense qu'il faut plus revenir à l'essence de qu'est-ce que tu aimes faire. Puis graduellement, tu vas peut-être aimer gérer une équipe, tu vas peut-être aimer gérer le client. Puis peut-être que oui, tu vas avoir un titre de directeur de création, directrice de création, mais c'est des titres en fonction de responsabilité souvent. Oui. Puis je pense qu'il faut revenir à qu'est-ce que tu aimes, puis naturellement, chaque personne trouve son chemin là-dedans. Puis tantôt, tu parlais d'une directrice artistique que tu avais croisée au début de ta carrière, Justin, puis tu disais « elle court partout ». Il y a des gens qui ne veulent pas courir partout, puis qui n'ont pas envie d'avoir ce poids-là de la responsabilité de dire si on le présente, si on ne le présente pas. Puis qui n'ont pas nécessairement non plus envie d'aller présenter le projet au client parce qu'il y a quelque chose de très intimidant dans la présentation parce que tu es vulnérable, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui a envie de défendre des idées comme ça. Fait que c'est pas le bout de ta carrière, là, c'est pas l'objectif de devenir directeur de création parce qu'il y a des gens que ça leur tente pas de faire finalement à la fin de la gestion. Oui. Directeur de création, on fait beaucoup plus de gestion, il n'offre plus beaucoup Photoshop et Illustrator dans sa journée. En présentation, en rencontre client, et après ça, tu approuves et tu retournes en arrière et tout. C'est pas pour tout le monde. Non, bien, la toute dernière question que je vous poserais, en fait, on demandait s'il y avait des formations à distance, mais j'élargirais en fait aussi à des blogs ou quoi que ce soit qui peut venir nourrir en fait la curiosité, comme vous parliez un petit peu plus tôt des étudiants. Auriez-vous des recommandations à faire pour ouvrir leurs horizons? Moi, je pars tout le temps de qu'est-ce que tu veux faire. Il y a un exemple. La semaine passée, j'ai découvert que Adobe a un logiciel qui s'appelle Dimension pour faire des maquettes 3D de mes affaires. Il était temps que je découvre ça. Fait que j'ai juste fait je sais pas, je pense que j'étais allé googler ou même Adobe avait un tutoriel d'une demi-heure. Puis, tu sais, si tu veux faire un poster, regarde des tutoriels sur comme peut-être Illustrator, mais pars de quelque chose que tu as envie d'essayer. Puis il y a 1 million de blogs ou de tutoriels. Je ne suis peut-être pas assez à jour là-dessus, mais ça prend 2 secondes à trouver, mais pars tout le temps de ce point-là. YouTube, ça, il y a des affaires là-dessus. N'aie pas peur aussi que si tu bloques, tu sais, comme si tu commences quelque chose, puis tu bloques, puis tu dis, je trouve pas, tu sais, recherche en ligne. Moi aussi, ça a été vraiment, tout est en ligne maintenant. Les tutoriels, puis des fois, tu sais, tu vas trouver des formations, mais en fouillant, tu vas trouver plein de petits trucs que tu n'imaginerais même pas. Alors, l'Internet est vraiment un super outil pour ça. Oui, puis mon associé me présente des trucs, des fois des podcasts. À un moment donné, bon, c'est sûr, c'est au niveau du niveau. Là, des fois, ça devient très intellectuel, puis c'est un petit peu plus de haut niveau, mais c'est des trucs super intéressants à écouter, des podcasts, puis des trucs sur le design graphique. On veut ton préféré, Martin, c'est lequel? The Observer, je pense qu'ils font des choses bien. Puis il y a un truc review, je pense, un podcast review. Rencontre des boîtes très intéressantes. Et toi, Alexandra, y a-t-il quelque chose qui
peut être inspirant? Moi, j'aime bien intéressant à partager. les sites/blogs d'actualité comme Aiga, par exemple, où est-ce que je trouve qu'il y a comme beaucoup de contenu qui est assez riche puis diversifié, qui parle autant d'histoire du design que parfois un focus sur un illustrateur ou sur une pratique. Je trouve que ça donne une bonne dose d'actualité, en fait. J'aime bien regarder ça en plus du visuel vraiment pur et dur, parce que c'est sûr que le visuel, je pourrais passer des heures à regarder des cases sur Behance, là. C'est full beau, puis en même temps, c'est très fake en général. Ben, en tout cas, c'est ça. C'est du beau, puis graphiquement, il y a toujours des trucs super intéressants, mais des fois, d'ancrer un peu plus la réflexion sur un parcours ou sur une problématique ou sur des choses un peu plus concrètes, ben, je trouve que ça aide un peu à comme, remettre un peu en contexte certaines choses, parce que sinon, c'est sûr qu'il y a toujours des très belles choses, mais en tout cas, de lire un peu le pourquoi puis la réflexion qu'il y a eu derrière, je trouve que c'est quand même intéressant parfois aussi. Ouais, puis un point vraiment important, tu sais, moi je fais, parce que souvent c'est comme la question, c'est plus techniquement comment je l'apprends, tu sais, je suis comme, je pense que c'est toi, Martin, qui disait la technique, ça devrait être quelque chose qu'on a demandé, ça va venir à force de le faire, puis faites tes tutoriels, mais ton point, Alexandra, est tellement bon. Je pense que moi, j'encourage tout le monde à tout le temps sortir de Behance, sortir d'Instagram. C'est des bonnes sources, mais arrêtez de regarder ça. Genre, lisez sur le Bauhaus ou sur l'histoire, sur l'architecture, sur le jardinage, sur... C'est ce qu'on t'a perdu encore, fait que c'était drôle. Sortez du design, genre. Oui, sortez du design, c'est vrai. Sortez du design. Sortez du design, pas de Behance. On se rend compte que ce métier-là, c'est un métier que tu deviens fort quand tu as une bonne culture générale aussi, parce que tu vas chercher des trucs un peu partout. Fait que oui, sortez du design. C'est-tu drôle, hein? Oui, je pense que c'était Frédéric Metz, qui était un père fondateur du design au Québec, avait dit, je pense que dans son premier cours, nous avait parlé de Céline Dion, puis les affaires les plus random, je comprenais pas pourquoi, puis je pense qu'après une couple d'années, je me dis, en fait, c'est cette curiosité-là à sortir, puis c'est pas en recopiant ce qu'on voit, il y a juste tellement d'affaires inspirantes en dehors de ces réseaux-là. Mais ça reste très intéressant à regarder. Puis, oui. Je peux perdre beaucoup d'heures à regarder Behance, moi aussi, comme Alexandra. Plaisir coupable. Oui, plaisir coupable, certainement. Ben, je vous dis un gros merci, puis on a dépassé l'heure, mais vous avez été extrêmement généreux et très intéressant. Merci encore. En fait, c'est ce qui conclut notre conférence de ce soir. Je tiens juste à remercier nos collaborateurs, la CRPQ, le Grenier aux emplois, et aussi les associations d'industrie qui nous appuient, l'APP, le CDMQ et la SDGQ. Et un merci aussi à Orchestra qui a développé l'identité visuelle de l'activité. Puis on espère que vous allez vous connecter à nos prochains rendez-vous virtuels, donc qui se poursuivent jusqu'au 4 novembre. Puis je vous mentionne aussi que le BEC, le bénévolat d'entraide aux communicateurs, organise une soirée de speed mentorat le 9 novembre prochain. Donc, ça vous permettrait aussi, si ça vous intéresse, de parler à des professionnels de l'industrie de la communication créative, donc des petites séances rapides one-on-one. Donc, pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site web de l'organisme. Donc, là-dessus, je vous dis bonne soirée. Merci encore, Jessica, Martin, Alexandra et Justin. Merci beaucoup. Bye. Bye.